Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi 20h, Made in France. Ce soir, nous allons accueillir une personne haute en couleur, c'est le cas de dire. Laslia, c'est une personne qui s'intéresse à des choses assez surprenantes et vous allez voir, donc on va vous la présenter. Donc Laslia, bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être venu parce que vous vivez au Canada la plupart du temps. Oui, en fait, je fais la navette entre Paris et Montréal, donc du coup, je passe du temps entre les deux. Voilà. Et donc, qui est Laslia au fin de compte alors? Alors Laslia, j'ai toujours du mal à parler de moi. Laslia, c'est mon surnom déjà, parce que c'est Leslie Anna. Je suis une femme assez curieuse, donc j'aime bien explorer un peu les zones qui font peur aux gens. Donc aussi bien zones terrestres que les animaux, les insectes, les choses comme ça. Oui, parce que c'est ce qui m'a frappé chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui allait dans des choses où on vous attend pas. Vous êtes pas, vous êtes beaucoup, vous appréciez l'art tribal, vous êtes un peu, et on va y venir après sur la deuxième partie. Mais là, pour l'instant, je voudrais, si je vous disais de quelle origine vous êtes, vous me répondriez quoi, vous, Laslia? On me pose souvent la question, pas seulement sur les origines, sur mon âge, sur combien de frères et sœurs j'ai. En général, je réponds pas. Tout simplement parce que j'ai envie que les gens me connaissent pour ce que je fais, non pas pour qui je suis. Et je fais les choses par passion, je fais pas les choses pour me faire connaître. Donc c'est vrai que j'ai toujours tendance à me mettre au second plan en fait. Donc je préfère montrer ce que je fais, parler de ce qui m'intéresse, mais parler de moi, c'est pas une chose dans laquelle je suis très confortable. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour parler de vous, c'est quand même vous, parce que si vous avez commencé par un livre qui s'appelle La beauté au naturel. Je vous le montre, hein. Allez-y donc, qui était, donc là, vous avez signé avec votre vrai nom. Oui, c'est C'est ça. produit d'ici. D'ailleurs, c'était quoi le but de ce livre, La beauté au naturel, par rapport à ce qu'on voit aussi? Vous pensez que la société est un peu superficielle? Alors à la base en fait c'est un projet personnel que j'ai fait pour moi, égoïstement, tout simplement parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents durant mon enfance et mon adolescence. J'ai pu vivre dans différents pays grâce à eux, j'ai pu explorer d'autres cultures que je connaissais pas, j'ai pu me fondre dans la masse, j'ai pu voir plein de choses merveilleuses. Et en fait à la base j'écrivais ce projet pour répertorier un peu tout ce que j'avais vu justement au cours de ces voyages. Et je voulais enrichir justement mon carnet de route et je me suis rendu compte en fait qu'il n'existait pas de livre comme ça. Il n'existe pas ce produit que je recherchais pour m'enrichir. Du coup, je me suis dit bah autant le faire pour moi mais aussi pour les autres. Du coup, j'ai proposé le projet à différentes maisons d'édition et j'ai eu la chance à ce que Albin Michel, donc Vuibert en l'occurrence, accepte d'éditer le projet. Oui, parce que c'est vrai que donc dans ce livre, on va retrouver beaucoup de choses pour les cheveux. Oui. Vous avez des cheveux magnifiques aussi, Merci. donc on va retrouver beaucoup de choses, non? Cheveux noirs, ouais, c'est Cheveux les noirs, meilleurs. c'est les meilleurs. Et je vois aussi que souvent sur les photos, c'est ce que j'ai vu quand j'étais sur vos sites, vous portez beaucoup de bijoux sur l'art tribal, les bijoux indiens. Je vois là, vous avez des bijoux là qui sont de très beaux bijoux, mais qui vous donnent un côté indienne. Bah, c'est pas tellement voulu, mais c'est vrai que je suis une très 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 grande fan de l'art tribal. Je pense que c'est la base de qui je suis aussi en général, parce que j'ai des origines tribales, voilà, pour dévoiler un petit peu mes origines. Et du coup, j'ai toujours voulu garder ce côté authentique, tout simplement parce que je suis quelqu'un, je déteste acheter des bijoux à 2 euros chez des grandes enseignes qui se cassent au bout d'une semaine. Je préfère mettre 50 euros dans des vrais bijoux qui ont été faits à la main par des femmes ou des hommes tribaux. Et je le porte fièrement en fait. Donc c'est vraiment ma fierté en fait d'essayer de perpétuer cet art tribal. Donc ouais, donc voilà, c'est toujours ce qu'on dit aussi, c'est un peu comment on consomme. La façon dont on consomme nous montre aussi l'attachement qu'on a à l'altérité ou le côté altruiste de la consommation aussi, non? Ça dépend comment on voit les choses. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté équitable dans ce que je fais. Après, il y a aussi le côté passionné. Je ne sais pas pourquoi, je suis totalement émerveillée par les bijoux tribaux, tout ce qui touche à l'art tribal, aussi bien les piercings que les tatouages. Tout cet univers est très fascinant et c'est la base de qui nous sommes. On n'est pas né dans des centres commerciaux, il faut qu'on se le rappelle tous les jours. On est né dans des endroits naturels de base. Tout ça, c'est une construction, c'est des choses qu'on a construites au fil du temps. Mais c'est pas qui nous sommes. Donc il faut qu'on garde à l'esprit qu'on est attaché à cette terre par la nature et pas par le matériel qu'on a construit. Ouais, donc on peut consommer équitable, avoir des parures équitables de qualité qui embellissent la preuve. D'ailleurs, comme ça, les gens qui en doutaient, ils le voient à l'écran, ils pourront le voir sur vos sites, etc. Parce que maintenant, je sais que vous avez créé aussi une association et vous êtes sur une émission qui s'appelle Wild Animal. Alors, c'est quoi Wild Animal? Alors, pour revenir un petit peu à la base, j'ai été journaliste par le passé, du coup j'ai fait un peu de télé.
Et au fil du temps, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas totalement à l'aise dans ce que je faisais. Et j'étais arrivée à une période en fait où j'ai vraiment eu une grosse remise en question. Je me suis dit, mais est-ce que tu fais ça pour l'argent? Est-ce que tu fais ça par conviction? Et à la base, j'ai voulu être journaliste justement par conviction, vraiment pour, je vais pas dire changer les choses, ce serait vraiment hautain de dire ça, mais vraiment pour apporter ma petite contribution. Et je me suis dit, quitte à faire du journalisme, autant faire le journalisme que tu aimes. Et moi, ce que j'aime à la base, c'est la nature, c'est les animaux, je vais pas me le cacher, hein, puis tout le monde le sait. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'il y avait toujours ce côté un peu... les gens ont un a priori un peu négatif en fait quand on dit qu'on aime la nature ou les animaux, ils nous voient tout de suite comme une sorte de bobo, baba cool. Non, c'est pas ça, aimer la nature. Et je me considère pas comme étant tel quel. Et donc, Wild Animals, à la base, en effet, c'est un projet d'émission que j'ai créé justement pour sensibiliser les gens sur des espèces pour lesquelles ils ont des clichés négatifs, donc aussi bien serpents, reptiles, ou des animaux supposés dangereux comme des ours, des crocodiles, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai réfléchi sur ce projet, je me suis dit que je voulais pas m'arrêter là en fait, je voulais vraiment qu'il y ait un plus sur cette émission. Donc j'ai fait le côté associatif pour qu'on puisse continuer en dehors de l'émission cet aspect de sensibilisation. Oui, j'ai vu qu'il y avait effectivement l'émission, l'association. C'est ça. Alors dans l'émission, moi j'ai vu aussi que vous parlez des renards, enfin, on découvre beaucoup de choses, quoi. Et alors moi, ce qui m'a surpris, c'est, vous parlez de préjugés, j'en ai aussi, c'est-à-dire que pour moi, le serpent, c'est une image un peu, les insectes, donc c'est, parce qu'on traite les gens aussi un peu, nos préjugés, C'est ça. de gamin, tout ça. Et donc, et vous, vous intéressez aux reptiles et aux insectes, surtout aux espèces endémiques en voie de disparition. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ça? Parce que c'est vrai que, enfin, voilà, je vais remettre aussi des préjugés, comme ça tous les gens qui nous suivent et qui regardent verront que nous sommes tous porteurs de préjugés. Nous sommes tous, moi pour la première. Voilà, et moi je vous voyais, franchement quand j'ai vu, je me suis dit, c'est fabuleux, faut qu'on l'ait, faut qu'on l'interviewe, parce que une femme qui porte de l'art tribal, etc., mais qui s'intéresse aux insectes, aux reptiles, c'est à contre-courant de là où on vous attendrait, non? Alors c'est ça qui est assez drôle. Je peux concevoir en fait que de l'extérieur les gens soient assez étonnés que je puisse faire ce genre de choses, pardon. Pour moi c'est totalement normal parce que je suis un peu née du coup dans ce milieu. Tout ce qui est reptiles et insectes, je pense que les reptiles c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. J'étais en vacances avec mes parents et on était en Afrique de l'Ouest, si je me souviens bien, côté Burkina Faso il me semble. Et je me souviens avec mon frère, en fait, on s'amusait dans un champ qui est à côté de l'hôtel. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment, on a vu un mamba vert. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un serpent très dangereux. C'est un serpent qui est très dangereux. C'est un des plus dangereux, d'ailleurs, de la planète. C'est l'un des plus dangereux, qui est extrêmement rapide. C'est l'un des plus rapides, justement. Les mambas sont l'un des serpents les plus rapides. Et du coup, il y a ce mamba en fait, qui se dirigeait vers moi pour m'attaquer. Et j'ai eu la chance que mon frère, à 10 secondes près, abatte la machette sur lui. Il était vraiment à 5 cm de ma jambe. J'avais 6-8 ans, je crois. J'étais dans ces âges-là. Et on dit que souvent, quand on a une expérience comme ça avec un reptile, soit on en développe une peur, soit on en développe une passion. Donc, je pense que j'ai pris le chemin de la passion. Et à la base, vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas les clichés, aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux, j'ai voulu en savoir plus sur cet animal, sur ces animaux, sur ces mammifères. Donc je m'y suis intéressée, puis au fur et à mesure, je suis tombée amoureuse d'eux. Donc on peut retrouver d'ailleurs des émissions où vous parlez de ces animaux, où vous nous apprenez à les connaître, à les... Alors oui, j'aimerais en faire plus. Pour le moment, on est toujours sur le premier documentaire qui traite du renard, justement. Là, je pars justement demain en Afrique de l'Ouest pour continuer un tournage que j'avais déjà débuté en début d'année. Et en effet, je vais parler de tous ces serpents d'Afrique de l'Ouest, donc tout ce qui est vipère heurtante, mamba, python, tout ça. Il y a vraiment plein de choses à découvrir sur place. Et donc, et sur les insectes, alors maintenant, parce que là on a parlé des reptiles, donc des serpents, on pourrait vous questionner des heures parce que je vois que c'est la passion, on sent la passion, et surtout quand vous avez parlé du moment, vous savez de quoi vous parlez. Sur les insectes, comment vous êtes venu aux insectes, surtout les espèces endémiques en voie de disparition, vous les préservez parce que elles ont un rôle, parce que les gens peut-être ne connaissent pas, est-ce qu'il y a un rôle, c'est quoi le but? Oui. J'ai commencé par faire, je commence déjà toujours à faire de la sensibilisation sur les abeilles. Tout simplement parce que je pense que c'est l'insecte qui touche le plus les gens, dans le sens où c'est un insecte qui est directement impliqué dans notre bien-être au quotidien.
Il faut savoir que si l'abeille demain venait à disparaître, ce serait l'humanité qui disparaîtrait. Notre écosystème sera en grande difficulté. Exactement. Il faut savoir que le miel de la vie. Le miel déjà, mais pas seulement. Il faut savoir que sûr, les abeilles le pollinisent quand même 70% voilà. des fleurs, de la faune, 70%, sûr, et elle nourrit voilà. toutes les couches de la société et la pyramide de la faune et de la flore. Donc rien que ça, je pense que ça nous suffit déjà à nous poser des questions. Est-ce que je vais continuer à regarder égoïstement mon petit quotidien, à consommer parce qu'on me dit de consommer ou parce qu'on m'invite à consommer, ou est-ce que je commence à réfléchir et je fais en sorte de faire des choses pour préserver un petit peu ce qui me sert, parce que le miel, je pense qu'on en consomme tous déjà, de base, et demain nous serons totalement incapables de refaire du miel, je pense. Sauf si les chercheurs vont commencer à chercher des machines pour remplacer les abeilles, ce que je trouve complètement absurde. Mais il faut savoir que oui, on sera vraiment démunis une fois qu'on aura perdu déjà rien que les abeilles. Et il y a d'autres insectes qui ont une utilité dont on ne se rend pas compte, qu'on ne connaît pas, mais qui ont une utilité forte pour la planète, pour la Terre, pour la fécondité de la Terre, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ça. Bon, on a plein d'autres insectes pollinisateurs, comme le bourdon, les papillons, qui sont également en train de disparaître. Il faut savoir que leur population chute grandement, et c'est vraiment très inquiétant. Pour vous dire, il y a certaines provinces en Chine où ils sont obligés de remplacer ces insectes qui ont disparu par une main-d'œuvre qui va polliniser à la main les fleurs, ce qui est complètement absurde quand même. Je ne sais pas si on s'en rend compte un minimum. On a aussi les vers de terre. Et puis, quand bien même un insecte semble ne pas avoir de valeur à nos yeux, si cet insecte il est sur Terre, c'est pour une raison précise. Et ça, il faut qu'on le garde en tête. Comme je dis, il n'y a aucun être vivant qui ne mérite pas de vivre. C'est bien pour une raison. Si les gens sont un minimum croyants, il faut qu'ils se posent la question de pourquoi cet insecte est là. C'est pour une raison déjà de base. Il faut qu'ils croient en l'humanité, c'est aussi ça. Et donc, il faut laisser vivre les insectes. Vous êtes en train de leur dire, c'est un message fort. C'est-à-dire qu'il faut éviter de les faire disparaître. Exactement. Et pour vous dire, je mettrai prochainement des petites photos avec un insecte qui, je sais, déplaît à beaucoup de personnes, les cafards, tout simplement. Parce que, comme je vous l'ai dit à la base, j'aime pas les clichés, et je vais pas vous mentir, c'est un insecte qui à la base ne m'attirait pas du tout, hein, comme tout le monde. Et pourtant, là, dernièrement, j'ai appris à le connaître, et en fait, en fin de compte, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est un insecte qui est très timide, qui est très craintif, en fin de compte, et qui est adorable. Il attaque pas, il fait rien, donc je pense que même lui, même s'il nous dégoûte, il a le droit de vivre, il a le droit à sa place sur Terre. Alors, c'est lesquels les cafards, ceux qu'on retrouve dans les maisons, ou les cucarachas, les gros cafards qu'on trouve en Amérique du Sud ou... On a vraiment toutes sortes de cafards, en fait, parce que oui, cafard, c'est vraiment ça... Ah ça, on a beaucoup de cafards, ceux qui surtout vont rigoler, parce que dans les préjugés, c'est un peu d'humour, là. Il y a énormément d'espèces de cafards, il y a des cafards qui volent, il y en a d'autres non. En effet, à travers tous les continents, on en retrouve différentes espèces. Et ils ont une utilité alors, les cafards réellement ? Alors l'utilité, pour le moment, j'ai pas encore étudié assez l'animal pour vraiment vous parler de lui, mais je pense que oui, c'est un insecte qui mérite d'être découvert et qui est là pour une raison aussi. En clair, il faut qu'on soit très avide de découverte, de savoir, c'est ça que vous êtes en train de nous questionner, quels que soient les animaux. Quels sont les animaux qui vous ont le plus impressionné, vous, dans vos recherches, dans votre travail de journaliste ? Parce que c'est quand même un gros travail que vous avez fait. Qui m'ont le plus impressionné, l'abeille déjà pour commencer, parce que quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur cet insecte, en fait, on se rend vraiment compte de la place importante qu'il a dans l'écosystème mondial. Les serpents, c'est la raison pour laquelle je les aime beaucoup. Et quel insecte ? Des serpents en particulier ? Alors moi j'ai un boa constrictor imperator que j'aime beaucoup, qui s'appelle Selma d'ailleurs. Après, moi mon serpent préféré, je dirais la vipère du Gabon, parce que c'est vraiment un serpent qui a une morphologie très particulière. Et c'est l'un des serpents les plus dangereux dans le sens où c'est le serpent qui a les plus grands crochets au monde, qui font plus de 2 cm. Et qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest, donc j'espère que je vais en voir quand je vais faire ma chasse aux serpents. C'est fou ça, nous on passe notre temps à vouloir les éviter, nos vacances à vouloir éviter le serpent, et vous passez votre temps à vouloir les voir. Exactement, je veux les voir, je veux les rencontrer. Et vous me dites que vous avez un boa avec vous, oui. Selma, c'est ça qu'il s'appelle ? Selma, ouais. Selma, ça doit être une femelle. C'est une femelle, voilà. C'est ça. Et est-ce que les serpents reconnaissent ? Est-ce qu'on peut avoir un contact ? Est-ce qu'on peut avoir un rapport comme on a avec un chat, un chien ou tout autre animal ou un perroquet ou je ne sais ? Est-ce qu'on a un rapport aussi pareil avec les serpents ?
Alors je vous dirais que oui et non. Faut savoir que les reptiles, en fait, ils ont une zone du cerveau en moins que les mammifères, le cortex, qui fait qu'ils ne peuvent pas reconnaître leurs proches. C'est pour ça qu'on dit qu'un crocodile serait totalement capable de manger sa mère. Oui, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance familiale. Donc, en fait, un reptile, un serpent, va tolérer que vous le preniez, il va tolérer que vous le manipulez, mais c'est pas pour autant qu'il va vous aimer. Donc, il faut toujours comprendre qu'il n'y a pas vraiment de rapport affectif entre, entre nous et les reptiles. Donc moi, en effet, je l'adore parce que c'est mon animal et que je suis un mammifère et que je peux le reconnaître. Lui, je pense que oui, il me reconnaît au niveau de l'odeur, de l'odorat, mais après, je ne suis pas certaine qu'il m'apprécie en tant que tel. C'est marrant ça d'apprécier quelqu'un ou un animal ou un être, apprécier quelqu'un qui ne vous apprécie pas ou qui ne peut pas vous apprécier. C'est non? Je crois que je suis un peu sadomasochiste sur les bords, c'est peut-être ça. Ah voilà, vous avez fait une déclaration. Ça doit être ça. Non, mais je trouvais ça assez marrant tout ça. Et donc aujourd'hui, pour votre association Wild Animal, donc on peut retrouver ces www.wildanimal, avec un S. W-I-L-D, animals avec un S, animals avec un S, .fr, c'est ça? On peut aller sur ce site-là pour retrouver. Et c'est quoi les projets futurs de Wild Animals, l'association? Donc vous avez parlé d'éducation. Alors est-ce que vous allez dans les écoles, vous allez nous en parler? Et de l'émission de télé, c'est quoi les prochains projets que vous avez? Alors, du coup, le projet principal, en effet, c'est de faire émerger à Wild Animals l'émission à travers la télé. Pour le moment, je suis en négociation avec plusieurs chaînes, donc je pense que ça va mettre, je donne 1 an pour me décider et mettre le projet vraiment en route. Donc du coup, je fais la navette entre Paris et Montréal. Je vais voir si je le fais plus à Montréal ou plus à Paris, mais pour le moment, ça a l'air de se faire plus à Paris. Ensuite, en effet, j'aimerais beaucoup plus faire émerger l'association. Du coup, on va faire plus de sensibilisation, vraiment aller plus sur le terrain. Et j'aimerais aussi beaucoup voyager, du coup, pour aller à la rencontre des associations qui font beaucoup de travail sur place. Notamment, en ce moment, je suis en train de communiquer beaucoup avec une association à La Réunion, en fait, qui fait de la sensibilisation sur les geckos de Manapani. Qui est une espèce en voie de disparition. Justement. Le gecko, c'est un lézard. Hein, c'est un petit lézard. Que les gens qui ne savent pas, qu'on trouve dans les maisons, c'est ça, et qu'on trouve aussi en Afrique, en général. Hein, qui est en train, c'est vrai qu'on en voit, moi qui voyage souvent aussi, j'en envoie de moins en moins des geckos. C'est bien le problème, ouais. Je pense que... Ouais. Et donc là, donc ce travail de sensibilisation, il est quand même important parce qu'on est comme une société qui s'est désintéressée entre guillemets, de la cause animale, à part ce que nous montre, mais tout ce que vous faites là sur les reptiles, les insectes, l'intérêt pour la terre, pour la pollinisation et tout ça. Est-ce que vous allez travailler avec des associations, des écoles? Vous avez un programme qui est en train de se mettre en place? Vous y travaillez là avec l'association? Alors en effet, j'aimerais faire de la sensibilisation chez les jeunes, parce que c'est l'avenir, du coup, on n'a pas le choix, il faut qu'on passe par eux. Hein. C'est eux qui vont perpétuer cet intéressement. Donc oui, je vais faire de la sensibilisation à travers les jeunes, leur faire manipuler des serpents, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait intéresser les gens. C'est quand ils touchent l'animal, quand ils voient qu'ils n'ont rien à craindre en fin de compte, parce que on le sait tous, hein, les serpents sont victimes de beaucoup de clichés, tout simplement parce qu'il y a peut-être, je dirais, 15% des serpents qui sont très dangereux. Du coup, les gens ont tendance à assimiler les serpents à ces 15% qui sont très dangereux. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de serpents qui sont totalement inoffensifs. Donc ça, faut que les gens le sachent aussi. Oui, ben dans les métaphores, souvent dans la société, quand on dit quelqu'un c'est un serpent, oui, c'est pas un qualificatif honorable, non? C'est pas très gentil en effet, mais parce que pas très gentil pour les serpents ou pour les personnes qui sont moi, je mal intentionnées. Pour le serpent, mais bon, après ça ne tient que de moi. Ouais, je sais, moi j'aurais dit la même chose. Hein, plus on connaît l'humain, plus on aime notre chien. Donc voilà. Oui, c'est vrai que c'est parce que la société l'a construit telle qu'elle aussi. On va revenir peut-être à l'art tribal. Mais dans certaines tribus, le serpent n'est pas totalement quelque chose de négatif non plus. Donc, faut voir aussi la perception qu'on a en fonction de comment on a grandi et où on a vécu. C'est vrai que chez les Incas, je crois, c'est ça, ou oui, au Brésil, serpent était vénéré. Le serpent était vénéré, c'est ça? Totalement. En Amérique du Sud, on a beaucoup de tribus où le serpent est vénéré, où c'est pas quelque chose de négatif. Donc, je pense que c'est aussi la société occidentale quelque part qui en a fait quelque chose de négatif sans aucune raison. Et donc là, c'est vrai que ce travail, il va vous prendre quand même un certain temps. Donc vous allez toujours continuer entre Montréal et Paris, ou alors quand vous aurez décidé, vous installerez plus à un endroit qu'à un autre?
C'est ça, je pense que j'ai du mal à faire un choix en fait. Je suis bien ici aussi, j'ai de la famille, des amis, et puis vice-versa, donc c'est pas facile. Je Ouais, parce vais... que c'est vrai que c'est pas facile de vous avoir, parce que nous, on vous a saisi entre deux avions, il fallait trouver un moment pour le faire et tout, parce que vous êtes beaucoup de déplacements. Ouais, je suis là. Et vous êtes là, ouais. Et je trouve que là aussi, pour aller plus dans l'émission, et vous me parliez aussi justement de cet art tribal. Vous avez, en même temps, vous allez à la découverte de cet art pour essayer de le restaurer aussi. Vous aurez des choses dont vous en parlerez ou non? C'est juste Oui, bien sûr. passion. Bah, c'est une passion et j'essaye à travers moi-même petit à petit d'en parler en effet. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a beaucoup poussé dans tous les sens du terme, poussé en termes de courage, en termes d'ambition, en termes de travail. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec lui pendant mon adolescence et mon enfance, c'est qu'à chaque fois qu'on voyageait, il m'emmenait dans des zones très reculées où on rencontrait des tribus. Et donc du coup, je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai cette gros intérêt envers les tribus. Et oui, j'essaye du mieux que je peux de rétablir un petit peu la vérité, parce qu'il y a une chose que j'ai du mal à supporter, c'est quand je vois que des groupuscules se réapproprient des choses qui ont été inventées par les tribus. Et ça, c'est un truc, j'ai beaucoup de mal en fait. Un truc tout simple, par exemple, les tatouages. Oui. Les tatouages, quand je Ah oui, lis c'est des tribal, revues, hein. c'est tribal à la base, mais beaucoup de gens l'oublient en fait. Et souviens-toi, on nous traitait de sauvages parce qu'on avait des tatouages et des piercings. Aujourd'hui, c'est limite, C'est la mode. nous qui en avons le moins. Bah, Donc, c'est la mode en effet. Voilà. Ouais. Moi qui ai des origines berbères, enfin numides, parce que les gens, après le terme est toujours des fois controversé, donc vous pouvez prendre d'imazir, donc numide, berbère, donc pour les gens qui ne comprendraient pas, pardon. Eh bien nous, c'était un signe de beauté chez la femme, Exactement. les tatouages, tout ça et tout. Elles avaient beaucoup de tatouages à l'époque. Exactement, exactement. Le tatouage, c'est vraiment... c'est une carte d'identité tribale, dans le sens où ça annonce beaucoup de choses. Ça peut annoncer qu'on est marié, qu'on est fiancé, Tout à fait. C'est des qu'on codes. vit un deuil, que ça annonce ADN. beaucoup de choses. Et malheureusement, on a perdu un peu cette identité qui fait qu'aujourd'hui, c'est un élément de mode, en fait. Et je trouve ça un peu dommage, dans un sens. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais, Ce qui est dommage, ce que dire, c'est que c'est pas qu'on le redécouvre, c'est qu'on le relie pas à l'histoire, c'est-à-dire qu'on le relie pas à l'art tribal et à ce qu'ont apporté les sociétés à l'humanité, quoi. Oui, exactement. Moi, ce que je déplore beaucoup, c'est qu'on sous-estime beaucoup, en fait, le tribal, on sous-estime beaucoup. Et c'est dommage parce que les gens ont encore justement ce cliché quand on parle de tribal, d'une tribu de sauvages qui galèrent dans la forêt ou dans la savane. Non, c'est pas ça. Le tribal est à l'origine de beaucoup de choses qu'on retrouve aujourd'hui, notamment donc les piercings, tatouages, mais aussi une activité dans laquelle je m'investis beaucoup, le survivalisme, le bushcraft, les choses comme ça. J'allais y venir justement. Et c'est dingue de voir que parfois les gens me disent ah mais tu surfes un peu sur la mode. Non, je surfe pas sur la mode, c'est des choses, c'est la des logique, techniques moi, quand on vous écoute, ouais. Ouais, c'est des choses qui... Ça vous conduit? Ouais, exactement, ça me conduit vers ça parce que ça existe depuis des millénaires en fait, donc arrêtez de dire que c'est un effet de mode, c'est pas un effet de mode, ça a toujours été là. C'est juste que les gens s'y sont déconnectés, ils essayent de s'y remettre aujourd'hui difficilement et ils ont oublié tout ça en fait. Oui, parce que vous me permettez de faire la transition du coup, parce que ce que je disais, quand on vous écoute, on voit bien la continuité. C'est pour ça que je vais faire parce qu'on voit bien la continuité. Ça, forcément, aller dans les zones reculées, ça conduit aussi à la question de la survie, etc. Et je vous ai vu dernièrement faire la une d'un journal Survival. Oui, Survival, oui. Survival, vous avez fait le journal d'un journal qui est spécialisé dans la survie, dans les zones et tout ça. Donc pourquoi vous êtes mis là-dedans? Parce que c'est pas ça à l'origine. Et je vous ai vu vous intéresser à des zones où on doit essayer de survivre. Enfin, parlez-nous d'un peu de cet art-là, de cette nouvelle... parce que on dit que c'est une mode, mais ce retour vers les sources, quoi, entre guillemets, pour moi. Oui. C'est vrai que c'est un petit peu à la mode ces derniers temps parce que ça a été du coup démocratisé par des célébrités dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que tout le monde les connaît. Moi, pour ma part, je ne surfe pas sur un phénomène de mode dans le sens où je n'ai pas eu le choix. J'ai un père qui était militaire. Du coup, quand on voyageait, j'ai pas eu le choix de survivre avec lui. Il m'a vraiment fait vivre un cauchemar et je vous avoue que... Alors, on a une confidence, ça nous a dit que sur le moment militaire. même, j'en pouvais plus, hein, j'étais au bout du rouleau. Aujourd'hui, je le remercie parce qu'il m'a appris beaucoup, mais c'était vraiment pas drôle, hein, j'ai souffert. Du coup, à bouffer des insectes, mais bon, il m'a vraiment appris beaucoup, il m'a vraiment appris beaucoup.
Et en effet, la revue Survival pour laquelle je travaille, du coup, ça me permet vraiment de pouvoir faire ma passion, de pouvoir vivre de ma passion déjà, c'est vraiment un cadeau. Et de pouvoir m'améliorer aussi, parce que du coup, j'apprends aussi au quotidien avec cette revue et avec les gens avec qui je travaille, et ça, c'est vraiment un bonheur. Ouais, alors vous avez mangé des insectes, donc vous connaissez, parce que on Ouais. nous explique que maintenant dans la société de consommation, on va être obligé de plus en plus peut-être de manger des insectes parce qu'on va être trop nombreux et qu'il n'y aura pas assez Oui. aujourd'hui, quand on est, c'est comme le blé. Hein. Si par Exactement, exemple les ouais. Chinois se mettaient à manger du blé, le blé coûterait plus cher que le caviar, hein, le pain. On sait, on connaît les Ouais. de consommation. Donc on nous dit qu'il n'y aurait pas assez, donc on va aller vers les insectes. Donc vous avez déjà de l'avance sur nous, quoi, en fait. Alors, l'entomophagie, c'est une mode en Occident, d'accord? Parce que dans toutes les tribus à travers les continents, ils mangent des insectes. C'est pas nouveau non plus, hein. Mais les Occidentaux sont en train de découvrir ça parce qu'ils n'ont pas eu besoin de le faire. Mais l'entomophagie est quelque chose qui se pratique depuis des millénaires sur tous les continents. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, Partout où j'ai voyagé, en effet, on a des recettes à base d'insectes. Donc j'y ai goûté, j'ai pu me faire mon idée de si j'aimais ou pas. Mais c'est vrai que c'est en train de venir, c'est en train de venir en Occident. Les gens commencent à s'y intéresser. J'ai même vu dernièrement, j'allais acheter 2-3 trucs. Il y avait des barres de chocolat avec des verres de farine dessus. Donc ils sont en train de commercialiser. Sont en train de commercialiser ça. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Si ça peut faire découvrir quelque chose de nouveau aux gens, des nouvelles saveurs, ouais, pourquoi pas. Et donc là, donc en survie, donc vous êtes spécialisé, donc vous êtes capable de survivre dans beaucoup de conditions, du coup, alors. Alors, ça dépend, parce que oui, on m'en parle souvent, et je réponds toujours qu'il n'y a pas un survivaliste, il y en a plusieurs. Dans le sens où on a plusieurs environnements. Moi, je me sens capable de survivre en forêt tropicale ou forêt occidentale, mais je serais par exemple totalement incapable de survivre dans le désert, parce que c'est un environnement que je ne connais pas, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. Donc, spécialisé, je prendrais des pincettes en disant oui. J'ai encore beaucoup à apprendre, en effet, sur ces différents milieux que je ne connais pas, parce que je ne connais pas le milieu désertique et j'aimerais justement beaucoup apprendre de ce milieu. Donc en réalité, la survie, la base de la survie, c'est simple, c'est de bien connaître son environnement, C'est ça, de bien connaître les exactement. plantes, de bien connaître ce qui est comestible ou les pas, ce qui est C'est nourrissant ou ça. pas. C'est ça en réalité, non? C'est ça la survie, c'est de connaître son environnement et de connaître les différentes techniques pour survivre, tout simplement. Donc en effet, si on ne connaît pas son environnement, on ne connaît pas la faune, on ne connaît pas la flore, on ne fait pas long feu. Et si on ne Mm. se connaît pas soi-même, parce que c'est peut-être aussi, la survie, Aussi. c'est peut-être aussi une façon d'avoir un regard sur soi, que ce que vous faites, vous, toujours, c'est ça? C'est un moyen en effet de se connaître, parce que souvent, au tout début, quand je le faisais toute seule, que je partais en forêt toute seule pendant des jours pour me débrouiller, je pensais être incapable de choses et en fait, en fin de compte, en le faisant, je me suis rendu compte que j'en étais totalement capable. Donc c'est comme ça qu'on se découvre aussi. Et ça fait du bien au moral. Alors, si vous aviez un message à diffuser, parce que l'émission touche à sa fin, à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? J'aimerais leur dire de ne pas se sous-estimer, déjà. Déjà de lire la beauté au naturel. Déjà, si en effet vous voulez connaître différentes plantes, huiles végétales, huiles essentielles pour prendre soin de vous, en effet, il est toujours chez les libraires. Voilà, vous pouvez la le beauté trouver naturelle, partout. chez Albin, enfin une des filiales d'Albin Michel, C'est ça. c'est Vibert, c'est ça? C'est ça, c'est C'est l'édition Vibert. c'est En l'édition effet. Vibert, donc la beauté au naturel de Leslie Dion, donc voilà, vous le retrouvez partout. Et Et oui, ne vous sous-estimez pas. Je pense que les gens en général sont capables de beaucoup de choses, mais ils l'ignorent. Et ils ont peur de franchir le cap. Mais allez-y. en tous les cas, moi, vous avez fait, en vous recevant, quand je vous ai vu, je me suis dit, elle s'intéresse à tout sauf à ça. Je pensais plus la mode, des choses comme ça. En tous les Pas cas, du tout. je viens de le voir, c'est pour ça. En tous les cas, c'est ce que je dis. Je vous remercie parce que vous avez fait tomber des préjugés. Je pense que ceux qui nous regardent, les téléspectatrices et téléspectateurs, vont avoir des préjugés qui tombent. En tous les cas, j'ai découvert une personne très engagée, militante, qui a envie de faire connaître la planète, de voir le monde autrement. Une journaliste engagée sur la planète, la biodiversité. Les enjeux de demain. Merci, Lacia, d'être venue. Bah, Alors. merci à toi pour ta bonne humeur et de m'avoir invité pour en parler. C'est toujours un plaisir. Merci. Bah, écoutez, voilà, maintenant vous en savez un peu plus. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, vous allez sur le site www.wildwildlife.fr
animals avec un S, animals.fr, et vous pourrez suivre les émissions, vous verrez l'association. Si vous voulez faire un don et si aussi vous vous sentez concerné par votre planète, eh bien n'hésitez pas, je pense que ça les aidera et ils iront plus loin. Écoutez, merci de nous suivre, on se retrouve donc vendredi prochain avec un nouvel invité, comme toujours à 20h. Merci, bonsoir à toutes et à tous, et passez une excellente soirée en compagnie de Beurre FM TV.